José Antonio Primo de Rivera fut un avocat espagnol qui est né en 1903, un 24 avril. Donc il faisait aussi l'anniversaire comme le maréchal Pétain. Il appartenait à une famille andalouse, ancienne, aristocratique. Son père fut le général Primo de Rivera, marquis de Estella, un titre nobiliaire que le roi Alphonse XIII avait accordé à son oncle, donc le grand-oncle de José Antonio, l'oncle de son père, qui s'appelait Fernando Primo de Rivera Sobremonte. Le père de José Antonio, fut le second marquis. Quand le général Primo de Rivera fit le coup d'État du 13 septembre 1923, un mois après, le roi Alphonse XIII, fils posthume d'Alphonse XII et son successeur, accorda la grandeur, la grandeza, au titre de marquis. En Espagne, les titres nobiliaires sont le plus haut duc, après vient celui de marquis, celui de comte, vicomte, baron, et tous les ducs sont grands d'Espagne. Mais aussi, il y a des marquis qui sont grands d'Espagne, d'autres qui ne le sont pas. Le titre de marquis de Estella, actuellement, depuis cette concession par Alphonse XIII, a uni celui. Bon. Mais je n'ai l'objet de cette vidéo, ce n'est pas vous parler de titre, sinon du personnage de José Antonio. Il était l'aîné de ses parents. Ses parents s'appelaient Miguel Primo de Rivera Urbaneja et sa mère, qui est morte très, très jeune, Casilda Sáenz de Heredia. En Espagne, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous informe, on porte le nom du père et de la mère. Le nom qui se transmet est celui du père, tout au moins jusqu'à présent. Parce que depuis que nous avons cette ordure de l'idéologie de genre, les choses changent. Mais ne parlons pas de ça. On en reviendra un peu plus tard. Elle était l'aînée. Il y a eu d'autres frères. Miguel, Fernando, une sœur, Pilar. Et il n'a pas suivi la carrière, la profession militaire de son père. Il s'est fait avocat.
La politique, en principe, ne l'intéressait pas beaucoup. Bon. Mais, voyant après la mort de son père, qui a démissionné, a été obligé de démissionner en 1930 au début, et peu de temps après, il est parti à Paris. Il a été abandonné de tout. Je parle même par le roi Alphonse XIII qui l'avait aidé en principe au début. Et voyons l'ingratitude, selon lui, de l'opinion publique envers son père. Il a lancé un manifeste d'abord de défense, revendiquant la mémoire de son progéniteur. Bon. Cela l'a conduit peu à peu, oui, à se lancer plus dans l'arène politique. Disons que son père, qui a été le chef du gouvernement espagnol entre 1923 et 1930, la fameuse dictature du général Primo de Rivera, était un admirateur du régime que Benito Mussolini avait instauré en Italie. De toute façon, le parti politique que Primo de Rivera père a instauré en Espagne, l'Union patriotique, était tout simplement, on ne peut pas dire un parti fasciste, en disant avec toute la cérémonie et la structure du fascisme. C'était simplement un parti nationaliste, populiste. D'ailleurs, je vous dirais, je vous confesse, que mon grand-père maternel, qui a été juge de paix à la commune de Font-Larouche, d'où sont mes ancêtres, a été le président du comité local de ce parti. Avec une différence qu'il y avait entre mon grand-père et toute l'idéologie des principaux chefs de, de l'Union patriotique en Espagne, c'est que mon grand-père, Antoni Bisbal Llaneras, qui avait été commerçant en France à Épernay entre 1895 et 1912. Il avait une boutique à la rue Saint-Thibault, un immeuble qui actuellement n'existe plus, au 30 de la rue Saint-Thibault, était francophile. Par contre, la grande majorité des dirigeants de l'Union patriotique espagnole étaient plutôt germanophiles. Car mon grand-père disait que la France était une vache qui donnait du lait à tout le monde. Mais mon grand-père maternel, M. Bisbal, qui habitait Épernay, était un grand partisan des régimes d'ordre et de discipline.
revenons à José Antonio. José Antonio fonde en 1933 avec l'aviateur Ruiz de Alda, qui était républicain, Phalange espagnole, un parti inspiré sur le parti fasciste italien. Mais, disons une chose, le véritable fascisme, beaucoup pensent qu'il est de droite. Non, ce n'est pas exact. Ce qu'il y a, si vous trouvez des livres, par exemple, de Maurice Duverger, il explique ce que sont les partis clérico-fascistes ou les régimes clérico-fascistes. Et il vous dessine ceux qui se sont établis dans la péninsule ibérique, avec Salazar au Portugal et Franco en Espagne. En 1933, donc le 29 octobre, est fondée Phalange Española, Phalange espagnole. À cette même époque, d'autres partis d'inspiration aussi fasciste se sont créés en Espagne, comme par exemple les Joncs, qui pourraient dire junte d'offensive nationale syndicaliste, dont les deux principaux dirigeants furent Onésimo Redondo, qui était de procédance rurale, je crois, catholique, profondément catholique, comme d'ailleurs l'était aussi José Antonio Primo de Rivera. Je vous dirais les différences pour que cela c'est un peu ce qui est bien. Et aussi Ramiro Ledesma Ramos, qui était originaire de la province d'Extremadura, de la province et de la localité, la région, province, parce qu'en France, province, ce n'est pas l'équivalent qu'il y a en France. Province, l'équivalent serait le département, et la région serait la province en France, la province ancienne. Ledesma Ramos n'était pas catholique. Il était agnostique. Et c'était un penseur, un philosophe, un très grand philosophe, un très bon penseur, qui dirigeait un journal qui s'appelait La Conquista del Estado, la conquête de l'État. Ceux-là ont fondé les Joncs. Immédiatement, au mois de février, ils se mettent en contact avec José Antonio, et ils s'unissent à Phalange. Le nouveau parti s'appellera Phalange espagnole
des juntes d'offensive nationale syndicaliste. Avec un triumvirat, mais le principal dirigeant est José Antonio. Comme, naturellement, les origines sociales n'étaient pas les mêmes, José Antonio venait d'une famille aristocratique, bourgeoise, haute bourgeoisie, chose que n'étaient pas les Desmaramos, ce que n'était pas Ramos. José Antonio était croyant, était chrétien, était catholique, chose qui était Onésimo Redondo, mais que n'étaient pas les Desmaramos. Cela fait qu'il y a une brouille entre José Antonio et les Desmaramos. Car un était plutôt un fascisme réformiste bourgeois, l'autre représentait le véritable fascisme, peut-être anti-marxiste, antimatérialiste, nationaliste, mais révolutionnaire. Maintenant, cela ne pouvait pas marcher. Ce qui est certain, c'est que, à cette même époque, la gauche pro-marxiste, depuis l'avènement, le début de l'installation de la République, disons que un an après la mort du père de José Antonio, du dictateur Primo de Rivera, est venue la chute d'Alphonse XIII. Une chute qui s'est produite après une élection municipale gagnée par les monarchistes dans les villages, mais perdue dans les grandes villes. Ce n'étaient pas des élections législatives, non, c'était des élections municipales. Mais Alphonse XIII a préféré abandonner la cheffature de l'État pour ne pas provoquer une effusion de sang. Et il a dit qu'il suspendait librement ses fonctions de chef d'État. Et il est parti. C'est un bon. S'il y avait deux groupes de républicains, tous admirateurs précisément de la République française. Même la Marseillaise au début était l'hymne de la République espagnole. Après, ça a été peu de temps, ils ont mis l'hymne de Riego. Et pourquoi c'était ces admirateurs? Il y avait un groupe que malheureusement n'a pas su s'imposer,
étaient ceux qui croyaient et voulaient une république au style de la Troisième République, presque une monarchie élective, hein, avec un président élu tous les 6 ou 7 ans. Finalement, c'est bon. Mais malheureusement, c'est le groupe plutôt d'admirateurs de la première, de celle de Robespierre, de la Terreur, qui s'est imposé. Un mois après la proclamation du 14 avril 31, commence à flamber des couvents à Madrid. Cela provoque que le même président du gouvernement provisoire, qui après a été le premier président de la République, M. Nicétor Zamora, et le ministre de l'Intérieur, Miguel Maura, fils du Majorquin Antonio Maura Montaner, chef du gouvernement conservateur à l'époque d'Alphonse XIII, monarchiste, donc, sortent du gouvernement provisoire, et c'est Manuel Azaña, un notaire, qui, socialiste, franc-maçon, qui prend la succession. Cela ira de mal en pire. Viendront les élections de 1934, gagnées par la droite, mais aussi après viendra le fameux Front populaire, la gauche. Vient la guerre d'Espagne. José Antonio se trouve à Madrid. Il sera conduit devant un tribunal à Alicante, un conseil de guerre. Il assume sa propre défense. C'était un grand orateur. Et il est condamné à mort. Fusillé un 20 novembre 1936 à la prison de Alicante. Avant, il a rédigé son testament. Célèbre sont cette phrase qu'il dit, parce que la guerre avait commencé. Il a nié totalement aucune participation dans le soulèvement ou la tentative de coup d'État. Et il dit qu'il aimerait, ojalá, qu'il aimerait, je souhaite, que mon sang fût le dernier à être versé parmi les Espagnols. Ce fut la dernière goutte de sang qui fut versée dans cette dispute entre Espagnols. Il est mort le même jour
qu'un dirigeant anarchiste, Durruti, un catalan, le même jour. Il y avait une chose commune entre la phalange et les narco-syndicalistes. Que tous les deux étaient anti-marxistes. Mais l'autre, non. Et même le drapeau sont presque semblables. Les couleurs noires et rouges. Bon. La guerre d'Espagne avait déjà commencé. Au début, c'était une amalgame de républicains conservateurs, de monarchistes, de légitimistes, bon. Et jusque même au début, ils avaient le même drapeau, c'était le drapeau qu'avait instauré la République, le tricolore. L'unique différence était que les troupes carlistes requêtistes, légitimistes, portaient l'ancien drapeau de la monarchie. Mais les premières actes de proclamation de coup d'État s'étaient faits avec le drapeau républicain. Et à Burgos s'était installée une junte qui était présidée par un général républicain et même franc-maçon, Miguel Cabanillas. Très peu sympathisant même de Franco. Jusqu'au final, au mois d'août, le 29 août, il décide de rétablir le drapeau traditionnel de l'Espagne, celui que nous connaissons actuellement, jaune et rouge. Et Franco, le général Franco, qui était le principal général avec l'armée la plus importante, puisque c'était celle du nord de l'Afrique, s'est imposé et est devenu le chef, le généralissime. Que se passe-t-il? Primo de Rivera, José Antonio, la Phalange, qui, ces milices chemises bleues se sont unis au soulèvement contre la République, contre le Front populaire. Bon. Ils se sont unis au Front populaire, se sont unis au... et morts. Dans la zone républicaine, ils sont illégaux. Et dans la zone des rebelles, disons les rebelles, ceux qui étaient sur le B, c'était Franco, c'était pas inverse. Ils aident le soulèvement, mais le chef est mort. Officiellement, il y a un chef que c'est Manuel Eguía. Je ne vais pas vous parler de ce qu'on fait d'une zone ou l'autre. Parce que ce qui nous intéresse, c'est parler de José Antonio et de sa succession et de cela, pour l'instant. Bien. Franco, qui n'était pas une grande lumière, mais qui non plus n'était pas un con, a vu le moment adéquat pour se faire le chef d'un parti unique
et se mettre à l'auteur de M. Mussolini en Italie, le Duce, et de M. Hitler, Adolf Hitler, en Allemagne, le Führer. Se convertir, ce qu'on appelle le caudillo, un chef politique. Rien de mieux que ça. Il décrète entre le 19 avril 1937, donc même il n'y avait pas encore un an que la guerre avait commencé, l'abolition de tous les partis politiques, surtout l'interdiction de ceux qui étaient de gauche, républicaine, socialiste, marxiste, tout cela, et implanter un parti unique, unissant. C'était même presque vouloir mélanger l'huile avec de l'eau. La communion traditionnaliste des carlistes, des légitimistes carlistes, qui suivaient non pas l'ex-roi Alphonse XIII, sinon un descendant du premier prétendant qui se considérait le roi d'Espagne au lieu de sa nièce, la reine Isabelle II, l'arrière, donc grand-mère de la grand-mère, je veux dire, du roi Alphonse XIII. L'enfant Carlos, enfin Charles, dont les descendants ont été à la fois prétendants non seulement du trône d'Espagne, mais aussi du trône de France, comme descendant de Louis XIV, et après la mort du comte de Chambord, devenu la branche aînée des Capétiens. Oui. Bien. Bon. Eh bien, il va pour devenir la phalange espagnole avec la communion traditionnaliste et former le parti phalange espagnole traditionnaliste et de la Jance. Tout cela, les milices unifiées, les milices de ce nouveau parti portent la chemise bleue de phalange, avec le jour et les flèches. Le jour et les flèches, c'est une symbologie qui venait de l'époque des rois catholiques, de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle, la catholique, de Castille. Et le port du béret rouge. Les deux dirigeants principaux de ces deux formations politiques n'acceptent pas de bon grade cette unification politique, cette fusion. Falconde, qui était le délégué du prétendant carliste, Alfonso Carlos, est envoyé au Portugal et dit à lui est condamné à la peine de mort, un conseil de guerre.
Il ne sera pas exécuté. Mais sa peine réduite à chaîne à perpétuité, qui après s'est converti en 30 ans. Bon. Ce que fait immédiatement Franco, c'est s'approprier du mythe et de la légende de José Antonio. Après sa victoire, il fait transférer ses ossements du cimetière d'Alicante en toute pompe au Panthéon de l'Escorial où étaient enterrés les rois d'Espagne. « 20 ans après, quand est inauguré à Cuelgamuros la basilique dite de la vallée des tombées, du Valle de los Caídos, aussi en grande pompe, on transfère José Antonio au Valle de los Caídos, où en 1975, il sera aussi enterré Franco. Franco a été exhumé par le gouvernement actuel, un gouvernement revanchiste, qui aussi, ce 24 avril de cette année où José Antonio, s'il était vivant, aurait déjà 120 ans, aussi a été exhumé José Antonio. Sa même famille, ses parents, sa famille, c'est une veuve, ça, ont demandé à faire cette exhumation. Actuellement, il y a toute une courante de revanchisme, sans plus ni moins, sans queue ni tête. Car à quoi conduit tout cela? À quoi? Je pense que à rien absolument. Et les choses, des fois, doivent se faire d'une façon. Si tout cela, peut-être, se serait fait en 1975, nous n'en serions pas à ce que nous en sommes actuellement. Oui. Parce qu'aussi, Franco est mort à 20 novembre de 1975. Bon, officiellement. Parce que je crois que on voulait arranger tout ce qui se passe. Et même, il a circulé une espèce de prophétie qui disait qu'il allait mourir, mais en plus ou moins vers cette date. Non pas précisément le 20, mais le 19.
Et c'était additionné, voyez-vous, c'était additionné la date du début de la guerre d'Espagne, de la guerre civile d'Espagne, avec la date le 18 juillet 1936, avec la date de la fin de, de cette guerre, le 1er avril 1939. Comment vous allez dire, on peut additionner. Généralement, c'est très difficile d'additionner des dates. Mais ces deux dates peuvent s'additionner. Et je vous dirai pourquoi. Le jour 18 du début, le jour du final 01, 18 plus 1 font 19, donc un jour avant. Le mois de juillet, c'est le 7e mois, 07, début. Le final, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le 4e mois, 04. 7 et 4, 11. Donc le mois 11, c'est le mois de novembre. Et vous mettez après, pour l'année, les deux derniers chiffres du début de 1936, donc 36, les deux derniers chiffres du final, 39, 36 plus 39 font 75. Hein? C'était pas mal prouvé, hein? Mais officiellement, il est mort le 20. Ah. Je vous répète, l'actuelle mémoire historique du gouvernement actuel de l'Espagne est revanchiste. Oui. Les républicains morts pendant la guerre, qui ont lutté pour la République, ont le droit à être honorés et qu'on honore leur mémoire. Mais cela ne doit pas se faire en base à une revanche. Oui. Parce que les persécutions religieuses ont bien existé aussi. Hein? Faut pas l'oublier. Hein? Faut pas. Hein? Il y a même maintenant, on a inventé une salle au tribunal suprême de l'Espagne, qui est l'équivalent de la Cour de cassation en France, qui s'appelle salle de la mémoire démocratique et des droits humains. Le gouvernement a nommé même une ancienne magistrate qui a été la procureure générale et aussi a été, même avant, ministre de la Justice, gardienne des Sceaux, Rosario de Reino, Madame Dolores Delgado. Par ça, au parquet même, il y a des problèmes. Ah. Bon. Bon. Eh bien oui. Nous en verrons des choses, hein. Comme vous dites, les choses ne paraissent pas très bien en France, mais dans le reste du monde, ça ne va pas mieux.